Toni Morrison de nouveau à Princeton. L'habitude d'ignorer la race est prise pour une attitude élégante, libérale, voire généreuse. La remarquer, c'est reconnaître une différence discréditée d'avance. Imposer son invisibilité grâce au silence, c'est permettre au corps noir de participer sans faire d'ombre au corpus culturel dominant. D'après cette logique, tout instinct de bonne éducation argumente contre le fait de remarquer la race. Quelques critiques littéraires influents des États-Unis n'ont jamais lu et sont fiers de s'en vanter un seul texte africain-américain. Cela semble ne leur avoir fait aucun dommage, ne leur a suggéré aucune limitation perceptible du champ de leur travail ou de leur influence. Je soupçonne étayé de nombreux exemples, qu'ils vont continuer à prospérer sans absolument rien connaître de la littérature africaine-américaine. Un parallèle instructif avec cette indifférence volontaire des lettrés, c'est l'aveuglement hystérique, séculaire, au discours féministe et à la façon dont les femmes et les questions féminines ont été lues ou non lues. Les lectures d'un sexisme flagrant sont sur le déclin. Et là où elles persistent, elles n'ont que peu d'effet, grâce au fait que les femmes se sont réappropriées avec succès leur propre discours. Alors oui, j'ai voulu identifier les moments où la littérature américaine a été complice de la fabrication du racisme. Mais j'ai voulu voir tout autant les endroits où la littérature l'a miné et l'a fait exploser. C'est une affaire de langue. Les Afro-Américains peuvent en inventer une. Alors il ne s'agit pas de faire le beau en écrivant de la plus jolie façon académique avec quelques accentuations, ni non plus de parler petit nègre. Une langue est possible, dit-elle, qui sera libre, séditieuse, provocatrice, inventive, manipulatrice, perturbatrice. Là est la clé.